Merci. C'est parti. Sim. Voilà, cette petite musique pour vous accueillir. D'abord, c'est une conférence Urbi pour les étudiants de l'Université du Temps Libre, qui est une erreur encore à fonctionner. Merci à Vanessa et à Madame Bertin pour continuer. Mais également Orbi, puisqu'il y a des personnes qui sont extérieures à l'université, même de très lointaine origine, comme Paris et d'autres Clermont-Ferrand, Nice ou Toulouse. Je les salue, y compris mes amis, mes collègues qui sont donc présents pour cette conférence sur Vauban, l'intelligence du territoire, l'unité de conception. Vous comprendrez pourquoi. Au-dessus, la devise du maréchal de France, bien faire et bien régler. C'est un ingénieur du roi. Le sens de bien régler fait référence évidemment à la mathématique. Si je devais résumer Vauban, eh bien c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Il aura construit 160 places fortes et citadelles bâties ou fortifiées. Il a entièrement conçu et réalisé 9 villes fortes, et puis 30 ont été renforcées. Et tout au long de sa vie, cet homme a passé sa vie à dos de mule ou de cheval, 163 000 kilomètres parcourus. Il s'est arrêté de courir seulement en 1705, 2 ans avant sa mort. Pourquoi? Eh bien, pour penser la défense. Vous savez que le grand siècle, le XIV, a eu une triade extraordinaire, Corneille, Racine et Molière. Mais ce roi qui décide tout à la fin a eu l'équivalent pour la défense de la France. La triade capitoline, le choix du roi, Colbert à la marine, Michel Le Tellier dit Louvois à la guerre et aux fortifications, Vauban. Alors vous imaginez que pour une fois, pour la première fois dans l'histoire de France, nous avons une défense cohérente, pensée, d'une puissance qui se pense en grande puissance européenne, avec quelques émissions dans d'autres lointaines colonies, mais ce n'est pas encore le cas. C'est quelque chose de logique entre l'armée de terre, qui atteindra des effectifs colossaux pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, entre 1688 et 1697, un effectif à peu près constant de 350 000 hommes. De quoi faire rêver là, on met du métier contemporain. Quand on voit un soldat maintenant, on met dans un bocal. 350 000 hommes, un effort de guerre considérable. Et puis on a l'équivalent aussi pour la flotte. La flotte, eh bien, c'est l'amiral Tourville, c'est l'amiral Duquesne, c'est les corsaires Magot de Saint-Malo, du Guétroin, c'est Jean Bart. Et sur Terre, nous avons des êtres aussi exceptionnels que le vicomte de Turenne, ou plus tard le maréchal de Villars. C'est le choix du roi. Penser la défense, on va retrouver le phénomène seulement sous Louis XVI, où là, la France va se penser pour la première fois vraiment en puissance mondiale. On le retrouvera sous le Second Empire, avec une faiblesse un peu pour l'armée de terre. Maintenant, je voulais disserter sur le consulat à l'Empire, ou ce que sera plus tard la France coloniale. Ce n'est pas notre propos. Alors, Vauban est né, Sébastien Leprest de Vauban, dans le Morvan, pas très loin de Vézelay, un petit hobereau, petit noble de province qui vit dans son fief forestier dessous le château de Bazoches que Vauban fera construire à partir d'un premier édifice appartenant à son père. C'est donc un jeune homme qui a donné lieu à pas mal de satisfactions, un peu dissipé peut-être. C'est un homme plus tard qui a passionné, vous allez comprendre pour quelle raison. Évidemment, quand on commence une conférence, on se préoccupe de la bibliographie. Alors, elle est absolument immense.
un ouvrage de référence de ma collègue regrettée Anne Blanchard-Vauban. J'ai eu la chance de la connaître quand j'étais professeur à Montpellier entre 1991 et son décès 1996-97. Nous passions, j'avoue, des soirées à parler de son Vauban, c'est l'ouvrage de référence. Depuis, évidemment, il y a eu d'autres études. Je pense aussi à un collègue disparu, Jean-François Pernaut. Je pense aussi à quelqu'un que l'on entend enfin sur les ondes et à la télévision. Il est professeur d'archéologie médiévale, Nicolas Fauchère. Alors, l'avantage de la télévision, c'est que Vauban n'est plus le plus illustre de nos soldats inconnus. Voilà par exemple TMC Découverte qui a consacré un sujet très technique, les forteresses de Vauban, le 5 août 2020 et hier soir, à une heure un peu plus tardive, c'est-à-dire à 23 heures, les forteresses de Vauban. On a aussi le 14 septembre, en prime time sur FR3, Secret d'Histoire, Vauban. Entre parenthèses, on peut peut-être critiquer Stéphane Bern, mais je lui suis reconnaissant, entre parenthèses, d'une chose, il a un carnet d'adresses. Et j'ai pu le voir l'année dernière en allant à Sénantes. C'est grâce à lui qu'ont été débloqués des millions d'euros pour sauver l'abbaye de Sénantes. Je referme la parenthèse. Alors revenons à Vauban. Vauban qui est élève au collège de Semur-en-Auxois. C'est un collège où il brille tout de suite. C'est le premier en tout, surtout en géométrie, en arithmétique, en grec, en latin, un peu moins à l'aise en rhétorique peut-être. Il se passionne aussi pour les grands capitaines. Il a eu aussi pendant quelque temps un précepteur à la maison, mais je dirais que ce qui le démange, c'est de prendre les armes et il s'engage à 17 ans à un moment qui est pénible de l'histoire européenne, qui est la guerre de 30 ans, parce qu'en Bourgogne, en 1636-1642, les Espagnols ravagent la Bourgogne, ils incendient plus de 100 villages, y compris à proximité de Bazoches et de Vézelay. Bref, Vauban intègre le cadet comme cadet pour devenir officier, le régiment du Grand Condé. Le Grand Condé, c'est le vainqueur de Rocroi, c'est le début du déclin des tertiaux de l'armée espagnole en 1643, mais le Grand Condé a eu le tort de rejoindre les princes pendant la fronde, ce que nous allons voir bientôt. Vauban a été marqué quand même par ces incursions espagnoles, par l'horreur de cette guerre de 30 ans. Vous avez ici pour la Lorraine des dessins qui ont été commis par Jacques Callot. Vous voyez ici des lansquenets de l'armée impériale qui pendent haut et court des paysans qui rendent l'appareil en Lorraine aux soldats qu'ils peuvent attraper et à qui ils réservent un sort terrible. La guerre de 30 ans, c'est environ 6 à 8 millions de morts. C'est quelque chose d'épouvantable. Entre les massacres, les famines, la guerre elle-même, les exterminations entières de populations de villes, en Allemagne surtout, ce sont les gens de langue allemande plutôt qui en sont les victimes. Plus du tiers de la population allemande et du centre de l'Europe disparaît. Je crois qu'il faudrait rappeler aux élèves, dans cette espèce de folie qui s'est emparée à partir de notions religieuses, ce qu'a été l'affrontement des guerres de religion en France, par exemple, entre 1560 et l'édit de Nantes de 1598. Si je compte les famines, les maladies et compagnie, on arrive à 600 000 morts pour une population qui n'atteint pas 15 millions d'habitants. Ces chiffres sont très impressionnants. On ne peut pas concevoir la fortification de Vauban pour économiser le sang français sans se souvenir. Alors donc l'époque de la fronde bourgeoise, puis la fronde des princes qui combat l'absolutisme que représente Mazarin, le successeur de Richelieu. Condé choisit donc le mauvais camp. Pire, le vainqueur de Rocroi s'allie aux Espagnols. Alors Vauban a fortifié Sainte-Ménehould. Il est maître sous-officier dans le régiment de Condé Cavalerie. Il se fait remarquer tout de suite. Mais malheureusement, pendant l'affaire de Sainte-Ménehould, il est fait prisonnier. Il est tout de suite remarqué par Mazarin. Là, un grand maître de l'époque des fortifications de ce que l'on appelle la minorité de Louis XIV, le chevalier de Clerville le remarque. Et lorsque l'on présente Vauban, le jeune Vauban au cardinal de Mazarin, il lui dit, bien, monsieur, vous avez fortifié une place qui revient au roi.
Je vous donne 2 jours pour la reprendre, sinon je vous pends. C'est ce qu'il va faire. Évidemment, le maître de l'opération, ce n'est pas Vauban, c'est le chevalier de Clerville. Mais regardez tout de même Sainte-Ménehould, elle impose le respect. Alors la vieille ville est donc sur une colline, mais on remarque déjà qu'elle dispose d'une fortification dite bastionnée et elle tombe, si vous voulez, dans l'escarcelle du roi. À partir de ce moment-là, Vauban n'hésite plus. Il sera officier dans l'armée du roi. Le roi qui est sacré en 1653. Vauban suit le roi dans toutes ses campagnes contre les princes. Il est d'ailleurs blessé 2 fois au siège de Stenay en Champagne. Et là, il se fait remarquer par le grand capitaine qui est Turenne. Turenne qui le note bon officier, bon ingénieur. Il est d'ailleurs protégé par le chevalier de Clerville qui lui apprend quasiment tout sur le terrain des fortifications de campagne telles qu'on les conçoit à l'époque. Le grand Turenne, Henri de la Tour d'Auvergne, qui remporte la victoire finale dans la guerre de 30 ans contre l'Espagne, à Dunes, en juin 1658. Cette victoire finale entraîne plus tard la paix des Pyrénées. Alors, avant d'entrer, j'allais dire dans le vif du sujet, une petite présentation. L'artillerie apparaît en Europe à partir du siège de la Réole en 1329, début de la guerre de 100 ans, puis ne cesse de progresser. Alors, si je regarde mon schéma à gauche, bon, on a des tours médiévales qui sont carrées ou rondes. Vous ne pouvez pas mettre dans la tour elle-même, qui est trop fragile, un canon qui risque d'ébranler la maçonnerie. Donc, on le met sur le rempart, qui est un peu plus épais. Vous voyez en pointillé que pour croiser des feux, c'est le plus efficace pour arrêter une attaque. Eh bien, vous avez des angles morts. Alors, on a décidé, les Espagnols, par exemple à Naples, les Aragonais particulièrement, les Catalans, voire le fort de Sals en Roussillon, à l'extrême fin du XVe siècle, d'avoir ce que l'on appelle une tour d'artillerie qui étire ses flancs pour arrêter un ennemi. Il y a quand même encore un angle mort sur la façade. Début 17e, extrême fin 16e, début 17e, on commence à voir apparaître, alors j'entrerai dans les détails tout à l'heure, ce qu'on appelle la fortification bastionnée, avec le petit E, regardez bien, vous aurez tout à l'heure une illustration, pour protéger les flancs, surprendre l'ennemi qui pourrait arriver jusqu'au pied du rempart. On a donc ce qu'on appelle une oreille équipée d'artillerie ou de mousqueterie. On n'a pas fait d'un coup le passage de la tour médiévale au bastion. Il y a eu des étapes. Il se trouve qu'à proximité d'Aubagne, nous avons un élément magnifique et qui est la tour royale de Toulon, qui protège l'entrée du port. Elle est due d'abord en 1514 à Louis XII, puis achevée par son successeur, François Ier. Elle a 60 mètres de diamètre, c'est encore un énorme donjon médiéval, mais il est surbaissé. Les murs ont 7 mètres d'épaisseur. Vous voyez le bossage des pierres pour dévier les boulets d'une flotte ennemie qui pourrait s'aventurer. Elle dispose aussi de 2 batteries. Une batterie qui est sur le sommet, qu'on ne voit pas, et pour une des premières fois, une batterie sous casemate. L'ennemi ne peut pas le voir, mais il peut y avoir un corps de débarquement qui, avec des arquebuses, voudrait fusiller les artilleurs. Alors, regardez bien, dans la pierre de taille, on a entouré l'ouverture de ces casemates par de la brique, pour une raison technique. Si une balle frappe une pierre calcaire, elle va détacher un élément coupant qui risque d'aveugler, de blesser l'artilleur. Si c'est une balle qui frappe sur de l'argile, soit elle s'écrase, soit elle donne de la poussière. Petit détail donc de cette tour qui ne sera efficace que lorsque, pour barrer l'entrée du port, à la fin du règne de François Ier, on construira l'équivalent de la tour de l'autre côté de la rade, le fort Balinguier. La Révolution date du début du XVIIe siècle. C'est l'invention du bastion. Un bastion qui permet d'avoir pour, je dirais, l'assiégé une moindre surface à protéger, qui peut dévier les boulets qui ne pourront pas frapper de front, mais également une économie de force, puisqu'il suffit de disposer des canons de droite et de gauche de ce bastion pour pouvoir le tenir, pour tenir l'ennemi en respect. C'est ce qu'on appelle le croisement de feu.
ici la citadelle de Sisteron, on a gardé la citadelle médiévale, et l'auteur de ce bastion, c'est Jean Errard, qui est un des modèles pour Vauban, qui étudie tout ce que Jean Errard a pu écrire, en même temps que Blaise de Pagan, et plus on va avancer, plus le système fortifié deviendra complexe. Voilà, pour, je vais dire, les fondements. Alors, il a reçu, Vauban, le titre de preneur de forteresse. En fait, très rapidement, le roi l'a remarqué, le roi Soleil est dans ses conquêtes, nous sommes dans la phase offensive jusqu'à la guerre dite de la Ligue d'Augsbourg en 1688. Vauban est partout et il a le défaut souvent d'être en première ligne. Il est d'ailleurs blessé au siège de Douai. Il reçoit un coup d'arquebuse quasiment à bout portant et les grains de poudre vont, je dirais, s'incruster dans sa joue. Il gardera toute sa vie cette marque de courage. Voilà une illustration du siège de Douai. C'est l'époque où le roi essaye de plus en plus de repousser la frontière. Est-ce simplement les ambitions du roi Soleil? Non, il suit tous ses prédécesseurs, à commencer par Philippe Auguste au lendemain de la bataille de Bouvines. Quand on fait de la géostratégie, on tient compte du terrain. La France, pensez au nez de la Bretagne, elle est en bout d'Europe. Elle est coincée au sud par les Pyrénées, mais elle est ouverte sur l'océan, c'est un cul-de-sac. L'ennemi vient toujours de quelle direction? Est, nord-est, c'est-à-dire un espace presque ouvert, en dépit des Vosges et des Ardennes. Les rois de France ont choisi une mauvaise capitale, c'est Paris. Ah, ils auraient choisi Nevers, bon, le Morvan constituait une magnifique protection, mais Paris a un gros défaut. Sur le plan commercial, c'est royal, par la Marne, l'Oise, on communique avec l'intérieur, par la Seine, on communique avec la Manche et l'océan, oui, mais Paris n'a pas d'obstacle naturel. Il faut donc créer un espace-temps. Je dirais que jusqu'au général de Gaulle, en 1945, on aura cette obsession, éloigner le plus possible la menace qui vient de l'Est ou du Nord-Est. Pour établir le rêve, on va le retrouver avec Carnot pendant la Révolution française, avec Napoléon, les fameuses frontières naturelles, et c'est Louis XIV, petit à petit, au cours de ces guerres, qui finira par l'illustrer côté Est, en s'ancrant sur la rive gauche du Rhin, et en allant même au-delà des Ardennes et des Vosges, en Lorraine et dans le Nord-Est. Vauban est toujours là. Il aura reçu au long de sa vie 13 blessures, des blessures. Je ne parle pas de ce qu'on appelle les contusions. Les contusions, ce sont de gros bleus qui sont donnés par des armes de l'époque suffisamment puissantes pour vous renverser, mais la force initiale du projectile n'est pas suffisante pour, hélas, pour le tireur, mais tant mieux pour celui qui reçoit le coup pour traverser un membre ou un corps. Alors, dans la phase offensive, Vauban est toujours sollicité. Il écrit même en 1672 l'attaque d'une place, frontispice, la page de couverture, frontispice de la conduite des sièges par Vauban, c'est ce qu'on appelle pour lui la première de ses oisivetés. Vous verrez plus tard que cet homme a de l'humour, il passe son temps à travailler, il dicte même, comme plus tard Napoléon à cheval, hein, et il commet donc un traité, l'attaque d'une place, par le mot ingénieur du roi. Le mot apparaît avec lui. C'est l'art du siège qui remonte au grec, la poléorcétique, qui est considérée comme une science exacte. Et regardez bien le titre, les ingénieurs du roi, qui ont été étudiés évidemment par Anne Blanchard, par André Corvisier et ses successeurs. C'est un nouveau corps, issu de l'artillerie. Et c'est grâce à Louvois, puis Vauban, qu'on va séparer deux armes. Les artilleurs, en créant le premier régiment d'actifs d'artillerie qui s'appellera le Royal Bombardier, avec une première standardisation des calibres, mais en même temps le génie. Et Vauban a la haute main sur cette arme qui est en train de naître, les ingénieurs du roi, et il considère que ce n'est pas la naissance qui fait le bon sapeur, l'homme du génie, mais la capacité. C'est une véritable révolution puisqu'il mise le passage
au stade d'officier, au grade d'officier, à un examen assez fourni, plus évidemment ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, eh bien, Vauban va appliquer quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Il s'agit d'un emploi ottoman. Alors, pour le côté ludique, quand le roi est là, le siège de Stenay, le siège de Douai, autre place, le roi est là, c'est une fête. On donne une représentation militaire. De temps en temps, le roi va presque en première ligne pour recevoir quelques effluves de la garnison qui assiège. Il faut imaginer le tout avec la musique. Ce qui explique la musique que je vous ai mis en introduction, qui est une musique qui date de Louis XIV et qui accompagne les armées royales dans l'attaque. J'ai pas dit assaut. J'ai pas dit assaut. Parce que Vauban, oui, on va voir la guerre des mines, préfère s'inspirer du siège de Candie, qui a duré 21 ans. Candie, c'est la Canée. Les Ottomans ont mis 21 ans pour prendre la Canée aux Vénitiens en Crète. Et donc, c'est eux qui ont vraiment développé ce que vous avez ici, qu'on va retrouver jusqu'en 1914, et qui fera tant défaut à Dien Bien Phu plus tard, mais enfin, ne vont pas la parenthèse, c'est-à-dire l'art de s'enterrer et de progresser. Les boyaux sont ceux qu'on va retrouver devant Verdun, par exemple, plus tard, qu'on appelle ici les tranchées de communication. Puis une fois qu'on a progressé de quelques centaines de mètres ou dizaines de mètres, on refait une autre tranchée et on avance petit à petit jusqu'à s'approcher au plus près de la place qu'il faut prendre. Regardez également ici, Vauban a inventé ce qu'on appelle le tir à ricochet, c'est-à-dire qu'il demande, lorsque l'on progresse vers la place, il s'agit de faire tomber ce qu'on appelle la défense avancée, c'est une demi-lune, on va certainement attaquer par là, donner l'assaut final par là, et bien on avance par des cavaliers. Les cavaliers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fascines remplies de terre, des fascines en osier, que l'on, avec des planches de bois, on progresse petit à petit en faisant donc une tranchée d'approche, puis une tranchée parallèle, c'est le système de la circonvolution qu'on a retrouvé au siège d'Alésia avec César. Ces flèches que vous avez indiquées, c'est pour éventuellement assommer une sortie de la garnison. On laisse le terrain libre. Le boulet, à l'époque, on tire à 600 mètres à peu près, aura encore la force de ricocher, en ricochant sur un terrain sec, vous voyez un peu les dégâts qu'il peut commettre. Dès lors, le célèbre proverbe du vivant de Vauban est exact. Toute ville assiégée par Vauban, ville prise. Toute ville défendue par Vauban. Alors, il y a aussi le phénomène de la guerre des mines. C'est assez complexe. On a ici un schéma qui vous montre comment petit à petit, voilà, en avant, le premier dessin vous montre ces fameuses fascines d'osier remplies de terre. Cet instrument à rond avec un bois très épais dans lequel les balles de la garnison vont s'enfoncer, et petit à petit on creuse, puis on creuse de plus en plus profond pour arriver sous la muraille. Mais à la mine, Vauban préfère apporter l'artillerie au plus près, je dirais, des troupes qui sont en première ligne pour un tir efficace, non seulement sur la garnison, mais sur les murs qu'il faut ébranler par des boulets pleins, en même temps qu'il perfectionne le tir par mortier pour attaquer ou défendre une place, c'est-à-dire que le mortier permet d'avoir un calibre très important, c'est un obus creux avec au milieu de la mitraille, de la poudre et une mèche. Il ne faut pas se tromper sur la longueur de la mèche pour pouvoir la balancer sur la place à prendre. Ici, l'explosion d'une mine, on est donc sous la muraille, on a bourré le fourneau de mine de poudre en laissant une petite cheminée pour l'aération, avec une mèche longue et lente, on a mis le feu et boum, ça a explosé. Regardez la langue du XVIIe siècle, la mine a joui. Alors, Vauban devient l'homme indispensable. En 1678, il est maréchal de camp, l'équivalent de général de brigade, si vous voulez, mais surtout commissaire général des fortifications, puis 1690, maréchal de France. Il reçoit de Louis XIV ce compliment
vous avez employé ce temps si utilement et si glorieusement pour les conquêtes du roi. Vous savez que le roi parlait comme De Gaulle, il. C'est un homme qui a fait sa fortune en fonction de son mérite. Voilà par exemple quelques-unes des récompenses royales pour ce petit Auberon obtenues pour des sièges. Maastricht, d'autres sièges, avec même le don de canons, et lors de différents sièges, il accompagne la première du Palatinat en 1588, il reçoit un diamant, particulièrement important quant à la grosseur de la part du roi Soleil, et 4 petits canons, ce sont ce qu'on appelle des armes d'honneur. Le pompon, c'est 1692, en Belgique, une fois, le siège de Namur, 120 000 livres, c'est une somme colossale. On conçoit donc que Vauban soit devenu riche sans avoir rien demandé. Mais qui est cet homme? C'est l'anti-courtisan. Il est très mal à l'aise à la cour. Il déteste les courtisans. Il a un franc-parler. Le roi l'écoute. D'abord, dès qu'il y a un siège, quand Vauban veut quelque chose, c'est acté. Il ose parfois contredire le roi. C'est un homme qui est bourru, trapu, un homme carré, un homme au franc-parler. Il a de l'humour, mais aussi un regard qui fait que vous lui obéissez. Alors, ce qui le rend peut-être plus proche de nous, c'est sa générosité. Générosité pour tous les hommes qui l'entourent, mais surtout, il a, à l'inverse de certains imbéciles qui veulent gagner la gloire simplement en envoyant leurs hommes dans des assauts complètement stupides. Je pense à un siège qui va nous coûter très cher plus tard, en 1706, le siège de Turin. Il est économe du sang de ses hommes. Il ne tolère pas les pertes inutiles. Il veut tout vérifier. Ce qui explique ses blessures, ce qui explique qu'il s'expose constamment. Il désobéit au roi. Monsieur, dira le roi Soleil, je vous ai encore vu en première ligne, mais que nenni, j'ai besoin de vous. Il n'est pas utile de vous exposer de la sorte. Oui, sire, tu parles du meilleur après, il est encore à courir dans les tranchées des parallèles parce qu'il veut vérifier que ses ordres sont bien donnés. Il veut éviter, tant que se faire se peut, un assaut toujours très coûteux. Est-ce seulement un capitaine? Eh bien non, c'est un bon vivant. Il aime la bonne chair. On disait de lui qu'il avait une femme par forteresse, c'est peut-être un peu exagéré, mais il a un succès fou. Il a même connu à 59 ans une passion pour une jeunette de 19 ans. Dans sa vie, il aurait eu quand même un énorme chagrin de ne pas avoir de fils. Son fils est mort à l'âge de 2 ans, mais il a quand même eu 2 filles bien mariées. Pourquoi bien mariées? On retrouve là un grand historien qui est Philippe Ariès, l'enfant de la famille pendant l'Ancien Régime, qui expliquait que l'ascension sociale, c'est par le mariage souvent, par les filles, que l'on peut essayer d'acquérir un prestige que la modeste origine ne permet pas. C'est ce qui est arrivé donc à Vauban, en plus de sa fortune et de sa gloire. Alors la guerre de Hollande est un sommet. C'est une véritable ânerie sur le plan géopolitique, même si on a éliminé avec l'amiral Buchan la flotte hollandaise de la Méditerranée, mais on va s'aliéner définitivement la Hollande, les Pays-Bas, c'est un peu dommage. Avec un passage célèbre, le passage du Rhin, c'est-à-dire que Louis XIV renouvelle les 2 passages du Rhin par César. Alors vous imaginez un peu la gloire qu'il obtient. Il faut savoir aussi que cette année-là, en juin 1672, il y a un été précoce extrêmement sec et qu'en fait, la cavalerie française trouve un gué. S'ensuit alors le siège de la principale place forte des Pays-Bas, qui se sont d'ailleurs inondés eux-mêmes pour résister à l'invasion, la place de Maastricht. Qui tient Maastricht tient les Pays-Bas. Sur la Meuse. Alors, pour prendre Maastricht, regardez le tableau de Van der Meulen, il y aura d'autres tableaux comme Lebrun, le roi, le sens de la propagande. Eh bien, pour prendre Maastricht, regardez bien, vous avez la Meuse,
c'est un front assez étroit. Il a en face de lui 65 canons. Mais ce n'est pas des sarbacanes. Que faire? Eh bien, il va inventer un principe qui sera repris par des grands capitaines, le principe de la grande batterie. C'est-à-dire, au lieu de disperser ses armes sur l'ensemble du front qu'il faut conquérir, il les concentre. C'est le principe de la grande batterie. On va le retrouver dans l'aménagement, par exemple, de la place de Besançon, qui est très curieux. Il y a des bastions très larges, il n'y a rien dessus. Et bien justement, ce sont des canons mobiles. Cette, je dirais, astuce sera reprise plus tard. Eh bien, pensez à Austerlitz, le mont Santon. Je ne parle pas des canons enterrés, hein, comme à Borodino du côté russe. Des canons qui bougent sur le terrain, qui sont concentrés. On va même le retrouver avec les 200 canons que Pétain emploie au mois de fin mars-avril 1916 à la bataille de Verdun. Dès lors, après la prise de Maastricht, gloire immense pour Vauban. Il est considéré comme le meilleur de ce coup. Le coup de canon, c'est pour réveiller. Là, je remarque que troisième rang de l'amphi Marcel Pagnol, il y a quelqu'un qui dort. En fait, on vit une époque formidable, avouez. Je vous fais un cours magistral sans vous voir. Ça veut dire que je ne peux pas vous sentir, je ne peux pas voir ce qu'éprouve mon public. Et comme dit mon petit-fils, ce connard virus, on a même réussi donc à inventer la conférence par préservatif avec la vidéoconférence. Mais revenons à nos moutons, ne nous égarons pas. 1674, l'Espagne a rejoint curieusement l'ancien ennemi, qui était la Hollande. Vauban, Louvois, Louis XIV, mène une guerre éclair en Franche-Comté. Il paraissait impossible de prendre l'inexcusable citadelle de Besançon, ici une image Internet, alors que faire? Non seulement nous avons la citadelle, mais la ville forte, avec sur la rive gauche du Doubs un système bastionné. Vauban trouve la solution. Par un véritable exploit technique, il monte des canons sur la colline de Chaudane qui domine la citadelle de Besançon. Que fait-il? Eh bien, il applique un principe militaire bien connu des troupes alpines qui tient les hauts, tient les bas. Si bien que ce qui paraissait impossible, il l'accomplit, il prend l'inexpugnable rocher de Besançon. Sur son lit de mort, Louis XIV convoque son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, et il lui dit cette phrase: « J'ai trop aimé la guerre, ne m'imitez pas. » Jusque-là, tout sourit au roi Soleil. Seulement, comme on dit à Marseille, il pousse le bouchon un peu loin. C'est-à-dire qu'en temps de paix, ben, il grignote. Il grignote, par exemple, oui, un accueil, je veux bien. Ben, une cité indépendante, par exemple Strasbourg, qui va particulièrement choquer l'Europe, c'est ce qu'on appelle les réunions. Ils se comportent en très grande puissance. L'exemple de la Chine en mer de Chine contemporaine, hein, avec les îlots que l'on remplit de sable sur lesquels on installe une base, c'est exactement la méthode de Louis XIV. Bien, on s'immisce, on grignote un peu, si bien que l'Europe trouve que trop c'est trop, c'est la fameuse guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et Louis XIV va se retrouver tout seul parce qu'il commet un acte de guerre impardonnable du côté des Allemands, je pense aux Bavarois, qui en étaient les propriétaires, les ravages du Palatinat en 1691, il y avait eu déjà les ravages de la guerre de 30 ans, et là on recommence, alors que Louis XIV, on commence à, on ne parle pas de droit de la guerre, mais au moins du respect des droits des gens à travers des armées qui se veulent bien éduquées. La France est donc toute seule, et là, les choses vont devenir très sérieuses. Nous passons à la phase défensive de l'histoire militaire de Louis XIV, pour une frontière qui inquiète l'Europe. Regardez bien, il y a des possessions indiquées sur cette carte qui ne sont plus françaises. Vous avez Givet du côté des Pays-Bas espagnols, Philippeville, Philippebourg, d'autres éléments
qui explique que Louis XIV a essayé d'aller encore plus loin que ce qu'il considérait comme la frontière naturelle de la France. Nous sommes seuls face à l'Europe, que faire? C'est à ce moment-là que Vauban réalise ce qu'on appelle la ceinture de fer, particulièrement pour la frontière de l'Est et du Nord-Est. Nous verrons tout à l'heure ce qui relève des Alpes. Alors, je ne peux pas tout vous dire. Je sais que je vais fendre le cœur de certains de mes auditeurs, mais j'ai renoncé aux Pyrénées, puisqu'il y a eu peu d'actions. Les Pyrénées sont verrouillées d'abord par des forteresses comme celle qui ne sera jamais assiégée, tant elle est dissuasive, de Montlouis. Il y a aussi tout ce qui est autour de Bagnous, Collioure, Port-Vendre, et de l'autre côté, Bayonne. C'est intéressant de voir les voyages de Vauban jusqu'en 1688. Vous avez dessiné là l'amorce de la ceinture de fer. Tout ça, il le fait, parfois à coche d'eau, en descendant le Rhône, souvent à dos de cheval ou plutôt de mule. Quand il est à cheval, il y a 2 mules, 3 mules qui le suivent avec toutes sortes de plans, plus des secrétaires et une petite garde, ou parfois il est seul avec un secrétaire. Voilà les deux extrêmes. Ouessant, tout à l'heure vous allez comprendre pour quelle raison, et une forteresse auquel le roi tient absolument, la forteresse de Pignerol. C'est un énorme ouvrage que Louis XIII avait encore renforcé, qui regarde Turin de travers, puisqu'il est au débouché des Alpes. Finalement, nous la rendrons en 1696 au duc de Savoie, qui deviendra roi pendant les guerres de succession d'Espagne au début du XVIIe siècle. Voilà donc les deux extrêmes. On n'a pas oublié la Provence, on n'a pas oublié évidemment la Gironde, Bordeaux, et l'essentiel se trouve pour la fortification dans l'Est et le Nord-Est. Alors, concevoir la défense, c'est d'abord éviter une déperdition de force. Nous avions sur le bord du Rhin, à Trèves, un archevêque électeur, ami de la France, mais à chaque fois qu'il y avait une guerre contre la maison d'Autriche, contre les Habsbourg, le pauvre donc archevêque appelait la France au secours, devait toujours détacher, c'est quand même très loin de nos frontières, une armée qui pouvait devenir fragile. Et donc, ce que Vauban appelle les places orphelines, et il pense aussi à Pignerol, il faut les abandonner. Il vaut mieux se concentrer pour rationaliser la défense sur quelque chose qui sera impénétrable. Non pas le type de la muraille de Chine, mais l'intelligence dans la fortification, c'est-à-dire une sanctuarisation de la frontière la plus fragile, en obéissant à deux principes, l'adaptation au terrain et la défense en profondeur. Alors, la première ligne, vous l'avez indiqué sur le haut de cette diapositive, on s'arc-boute sur un port fortifié très puissant que Vauban porte à son apogée, c'est la ville de Jean Bart, c'est Dunkerque. Ensuite, la première ligne est déclinée jusqu'à F. F est la principale place forte, c'est Lille. Mais c'est une place forte à la romaine, comme toutes les grandes places fortes de Vauban. Ce n'est pas le château fort médiéval du type du Massif central où on se protège des méchants. Non, la garnison est suffisamment importante pour sortir, pour couper les lignes ennemies. Si l'ennemi s'avance en dépassant ou en évitant l'île, eh bien, il va laisser derrière lui une garnison de 6 000, 7 000 hommes qui peut interdire ses communications, couper sa logistique. Et puis, s'il veut progresser un peu plus loin, eh bien, il y a une seconde ligne de défense qui commence à Gravelines et qui se termine à Mézières et à Sedan. Sedan et Stenay, 16. Vous voyez, c'est ce système de maillage qui fait que dans la notion de sanctuarisation, la France est sauve malgré X guerres jusqu'en 1792 où l'invasion arrive par quelque chose qui n'a rien de militaire, la trahison. C'est l'affaire de Verdun, par exemple. Ce qui veut dire que Vauban, en rationalisant l'espace, a investi pour le long terme. Je dis toujours à mes étudiants, qu'est-ce qu'une défense nationale? C'est comme une porte blindée. Vous avez la clé, mais elle est suffisamment épaisse pour que l'ennemi ne pénètre pas.
Et donc, les horreurs de la guerre, de la fin du règne de Louis XIV, jamais sur le sol national. Vous connaissez certainement les célèbres plans et reliefs. C'est une arme secrète du roi, à l'initiative de Louvois. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que ces plans ont été faits par avion. C'est d'une précision remarquable pour pouvoir voir en reconstitution à l'échelle tous les défauts qu'il faut corriger par rapport au relief, comment placer la défense, comment, à partir d'une place, lancer une campagne. Le chef-d'œuvre, évidemment, c'est Lille. Vous avez dans le fond la citadelle, mais regardez la ville de Lille, elle est totalement fortifiée, équipée, bastionnée. C'est le chef-d'œuvre de Vauban. La reine des citadelles, c'est un pentagone parfait, hérissé du piquant des bastions. Nous avons 4 étoiles géométriques qui s'emboîtent les unes les autres, avec une succession de feux qui couvrent chaque bastion. Peu de monde à l'intérieur de la citadelle, au nom de l'économie de force. La proportion minimale, c'est 1 assiégé contre 3 assiégeants, mais plutôt 5, voire plus. C'est suffisamment dissuasif pour éviter un siège, mais également l'exploit technique doit nous interpeller. C'est véritablement un travail de Romain. Vauban construit la citadelle en 3 ans, sur un terrain sableux et marécageux. Elle tient toujours, regardez bien, vous avez la photo Internet contemporaine, même si on a laissé pousser les arbres, elle est toujours là. On doit à Vauban une invention que les Anglais vont nous piquer, c'est le gazon. Pourquoi? La forteresse est enterrée, l'ennemi ne la voit quasiment pas, mais il faut avoir un tir à défilement au ras de terre le plus longtemps possible et le plus loin possible. Donc, à l'inverse de cette photo, regardez bien le pentagone, il faut rajouter à l'inverse des arbres qui sont sur le côté gauche ou droit, au nord ou au sud, 56 mètres, totalement dégagés. C'est une obligation. Ça permet notamment la vaine pâture des paysans qui vont y mettre leurs vaches ou bien leurs moutons. C'est l'invention tout simplement du gazon. Lille, c'est une forteresse, mais dans l'esprit de Louis XIV. La clé, en fait, se trouve au fort des Salettes à Briançon, une fortification un peu plus tardive, sous Louis XV. Il y a une inscription en latin. Quand on entre dans le donjon, la dernière défense du fort des Salettes de Briançon, que je peux traduire de la sorte. Qui osera combattre contre moi? Alors, la magnificence du roi, il fait construire en calcaire, fragile, ou même en stuc, dans toutes ces forteresses, un aspect triomphal. Le voilà en haut, le roi soleil, avec la paix, le symbole du Nil, la guerre, la cuirasse, et puis le symbole du licteur, le symbole du casque romain, au centre les armes du roi, avec sa formule nec pluribus impar, plus parfait que parfait. Ça coûte des sous, tellement ça impressionne, quand on est capable de faire quelque chose de beau pour un instrument de guerre militaire. Je dirais que nous avons là cette notion de la grandeur. Vous êtes tout à fait nécessaire dans les places de France où 1000 choses demandent votre présence, dit Louis XIV, c'est QFD. L'infatigable voyageur a pas mal de formules, dont celle-ci: j'approfondirai tout ce que je pourrai, c'est-à-dire qu'il n'est jamais satisfait. À l'inverse du monde contemporain, il n'a strictement rien, que des plans et son intelligence. Il recrute la main-d'œuvre sur place, ce qui explique les forteresses de Vauban, tant qu'il peut payer. Ces ingénieurs sont populaires, parce qu'ils font travailler tout le monde sur un rayon de 30 à 40 km. Dès qu'il y a une forteresse, on fait appel aux matériaux locaux. On n'importe pas du bois du Brésil ou du fer de je ne sais plus où. En bref, alors pourquoi Vauban est si célèbre dans les Alpes? Il crée les routes, il fait des ponts, il ouvre des forges, des plâtrières, des scieries. Qu'est-ce qu'il y a dans ces mules avec leurs sacoches? Mais des plans, le plan d'un clou, un clou standard. On explique aussi qu'autour de la forteresse, il faudra
établir la conscription des arbres. La quoi? Oui, la conscription des arbres. Il y a des arbres que vous ne toucherez pas. Vous ne toucherez pas aux noisetiers. Parce qu'en cas de siège, on ira les couper pour remplacer les crosses. Vous ne toucherez pas aux chênes. Vous ne toucherez pas aux peupliers ou aux ormes parce qu'on en a besoin pour la construction et ensuite pour l'entretien. Pareil pour la taille des pierres. Il y a un modèle standard. D'ailleurs, j'adore cette statue de Vauban dans la citadelle de Besançon. Il se définit lui-même comme une mule chargée de papier. Voilà ici quelques éléments de construction d'un bastion. Vous imaginez un peu ce que ça pouvait représenter comme plein emploi partout où il passe. On a même ici indiqué l'amorce d'une galerie de mines. Car quand on construit une forteresse, Vauban prévoit que l'adversaire peut mener un siège long. Disons qu'on estime qu'au minimum, la place doit tenir minimum 3 mois. Mais si ça dure si longtemps, l'adversaire peut faire des trous, lui aussi. Il peut faire des mines. Alors, bien, Vauban prévoit le coup. Il installe déjà à grande profondeur, maçonnées, des contre-mines. C'est-à-dire que si l'adversaire fait une mine à 10 mètres, il aura une mine déjà préétablie, maçonnée, avec un fourneau, il n'y a plus qu'à allumer la mèche, pour que la mine saute sous celle que construit l'adversaire. C'est une guerre souterraine qui va juste faire trembler les murailles. Alors, le système Vauban, lorsque j'enseignais Vauban, quand j'étais maître de conférence à Saint-Cyr, Couët-Quidan, ça a été 8 ans de bonheur pour moi, jusqu'en 1991, je détaillais tout ça. Je vais vous en faire grâce car c'est bien compliqué. Il s'agit en fait d'organiser l'espace avec un minimum d'hommes. On va prendre un petit exemple. Alors, voilà ce que voit l'ennemi. Vous voyez le glacis. Le chemin couvert, on a déjà des fusiliers avec des mousquets qui vont attendre l'ennemi. Puis celui-ci se présente. Hop, on a toutes sortes de passages souterrains pour se reporter sur la première défense qui est une demi-lune donc détachée. On y entre, la garnison y entre par le centre de la place. Vous avez indiqué ici sur mon petit plan une poterne. Également, autre petit détail, si l'ennemi réussit à prendre la demi-lune et entre dans le fossé, alors on a un tir de caponnière, c'est-à-dire qu'il ne voit pas de chaque côté de ce chemin couvert qui permet d'atteindre la demi-lune. Vous avez des emplacements de canons ou de mousquets qui le fusillent sur place, qui ne peut pas voir quand il rentre dans le fossé. Le tout permet évidemment un croisement de feu. On tire rarement de façon perpendiculaire à un ennemi qui attaque. Autre petit détail, je vais vous le montrer peut-être plus tard, vous avez des petits parallélépipèdes qui sont sur la première défense. Il s'agit de protéger les fantassins qui font le coup de feu de coups qui viendraient sur la gauche ou sur la droite. Alors, pour illustrer mon propos, je vais prendre le front des Alpes. 2 lignes de défense avec des forts majeurs. Au débouché du col du Mont-Genèvre, le col le plus bas des Alpes, Briançon, 1308 mètres d'altitude. Puis la forteresse de Fort-Queyras, que Vauban modernise, un vieux fort médiéval, au débouché du Queyras. Puis l'énorme forteresse de Mont-Dauphin, Embrun. Enfin, dans le Haut-Verdon, Colmar, Entrevaux sur le Var et Nice. Nice qui a été française jusqu'à la fin de la guerre de succession d'Espagne. En deuxième ligne, vous avez ensuite Seine, c'est plutôt une énorme tour fortifiée, et enfin une ville qui n'a jamais été prise, qui est Sisteron. On a donc, y compris sur les Alpes, le système des 2 rangées. Pourquoi avoir investi à Briançon? Vauban ne le verra pas, ce sont ses successeurs qui vont mener les travaux, parce que nous sommes à une confluence. La grande route qui vient de Souze, qui vient de Turin, au Mont-Genèvre, mais également une autre route plus difficile du col de l'Isoire, par où sont passés les Sardes, menés par Eugène de Savoie. Eugène de Savoie, un des plus grands militaires de son temps, et ce qu'on appelle les barbés, ce sont des protestants, des Vaudois. Nous sommes en 1692, 7 ans après la révocation de l'édit de Nantes, et ils sont menés par le maréchal de Schomberg, qui était un magnifique militaire qui a changé de camp quand Louis XIV a eu la mauvaise idée de persécuter les protestants. Donc ils ont pris Gap
ils ont incendié le château de Tallard, ils ont été bloqués par Embrun, et ils allaient marcher vers Briançon lorsque l'automne précoce les a obligés à rebrousser chemin. Mais Vauban ne l'a pas oublié. D'où la création d'une succession de forts, ici notamment, je vais vous montrer ça en détail, le mont Dauphin. Regardez bien, vous avez une construction qui, sur le haut du fort, barre l'ensemble de la place. C'est justement un mur de protection pour éviter que des défenseurs soient pris par un tir dans le dos venant de la montagne un peu plus haute. Alors voilà le chef-d'œuvre de Briançon, achevé par un de ses successeurs, le marquis d'Achefeld. L'invention vient de ce qu'on appelle les forts détachés, qui se protègent l'un l'autre par leur feu. La citadelle et la ville cachée. Là, la photo a été prise par votre serviteur en descendant du col du Mont-Genèvre, en suivant la vallée de la Durance. Si l'adversaire veut prendre Briançon, il a un comité d'accueil assez chaleureux. Le fort Dauphin va lui envoyer des premières salves, puis la grosse batterie du fort des Trois Têtes. En arrière-plan, on a le fort du Randouillet qui surveille plutôt, lui, la vallée qui vient du col de l'Isoire. On a également un fort d'arrêt caché qui est le fort des Salettes. Le tout donne donc une puissance de feu inégalée, rendant la citadelle véritablement inexpugnable. Avant de passer à un petit détail, une question que on me pose souvent, ça a coûté des sous, ça? Ah ben oui, ça a servi. Mais évidemment, ça a servi. C'est le principe de la dissuasion. C'est tellement puissant que l'adversaire n'ose pas s'y frotter. Et une seule fois, 1815, les carrosses sont cuites, Waterloo morne pleine. Alors qu'est-ce que font les Austro-Sardes? Ils attaquent avec une armée de plus de 25 000 hommes. Ce coup-ci, on va prendre Briançon. Ils passent le col du Mont-Genèvre et pendant des mois, Briançon, en ville héroïque, résiste avec les moyens du bord, c'est-à-dire des officiers amputés, malades, des sous-officiers, hommes de troupes, parfois même de l'armée de Louis XVI, et la population elle-même qui se sert de ces forts pour arrêter, clouer sur place l'ennemi. Il faut dire que tout est fait pour dissuader. Voilà par exemple une communication qui est la célèbre communication Y, qui met en liaison le fort des Trois Têtes que vous avez sur la gauche avec le fort du Randouillet. Cette communication Y est tout à fait remarquable parce qu'elle n'est pas sur le petit col séparant le fort du Randouillet du fort des Trois Têtes, elle est à contre-pente, elle est protégée et elle permet à un charroi d'artillerie, 8 chevaux au galop, tractant une pièce de près d'une tonne, qui est une pièce de 12 livres, de passer à l'abri des injures de l'ennemi pour entamer encore une route de montagne. Vauban invente le principe de la route de montagne à pente constante, et quand on prend ce chemin pour monter en Randouillet, on se rend compte qu'il y a d'énormes virages. Parce qu'on sait très bien qu'un attelage de mules ou un attelage de chevaux, finalement, il va falloir un relais, et bien le relais attend. Si bien que quand on dit le fort du Randouillet, combien de canons? Je vous réponds, j'en sais rien. Comment vous savez rien? Oui, il y a des pièces sous casemate, elles ne bougent pas. Mais les pièces qui sont dans la batterie haute, elles peuvent très bien venir du fort des Trois Têtes. Et si le fort des Trois Têtes en a besoin, on peut les faire descendre du Randouillet. Voilà pourquoi la citadelle de Briançon est un arsenal, mais également la réserve d'artillerie se trouve au fort des Trois Têtes. Pour communiquer le tout, nous avons l'extraordinaire pont d'Achefeld. Ah, quand on parle d'ouvrage d'art. Sur la Durance dans une gorge, construite en à peine 2 ans. Pour mettre en communication la réserve de poudre, de logistique, de vivres, la citadelle de Besançon, où se trouvent des mortiers dissuasifs, et le fort des Trois Têtes. Exploit technique, regardez bien. 223 mètres de long, 4,95 mètres de large, 38 mètres de portée en pierre de taille, au-dessous la Durance rugie à 57 mètres. 2000 blocs de pierre éculés. Les culées, c'est ce qui soutient le pont. On a adopté la solution de Vaison-la-Romaine, par exemple. On les a ancrés dans les roches de la rive gauche et de la rive droite. Et lorsque, au son des trompettes, le marquis d'Achefeld, en 1731, a donné l'ordre que l'on détruise le galbe en bois,
On s'est demandé si le pont n'allait pas s'effondrer. Il a juste eu un tout petit tassement d'un équivalent de 2 centimètres sur la clé de voûte. Le fort des Salettes, vu du mont Dauphin, là vous avez vraiment le fort camouflé, achevé sous Louis XV, vu du mont Dauphin pour les feux croisés. Sur le Randouillet, on a cet éperon qui permet de déjouer les boulets ennemis, admirer l'appareillage, mais l'appareillage, comme le nom le dit, c'est simplement le maquillage, comme une belle femme quand elle se maquille. Il y a un mur extérieur, un mur intérieur, et entre-temps, une muraille très épaisse qui peut atteindre 5, 6, 7 mètres en terre. Pourquoi? C'est un amortisseur pour encaisser les boulets ennemis. Oui, ils peuvent enlever des pierres, mais le boulet va se noyer dans la terre. En même temps, vous imaginez quand des pièces d'une tonne, 1,8 tonnes, comme les pièces de 36 livres, donnent, eh bien, ça vous fait un tremblement tel que la maçonnerie risque d'être donc atteinte. Voilà pourquoi la terre encaisse les coups. Le Randouillet aussi. Alors, bon, je suis rentré alors que le fort est interdit tant de fois. Regardez bien. Le pont-levis, oui. Mais l'ensemble, avec l'amorce d'un arc de triomphe, c'est ce qu'on appelle un AA. Pourquoi? Parce que c'est tellement beau, il y avait une décoration stuc que vous avez vue à Lille qui a disparu, que l'ennemi est tellement subjugué qu'il ne voit pas le fossé, le pont-levis est tombé, ah, il se casse la gueule, d'où le A. Le casernement, alors dans tous les forts Vauban, on a l'équivalent d'un casernement. Vauban a trouvé bien avant Pasteur qu'il faut aérer. Le XVIIe siècle, c'est le grand siècle de la saleté. Mon Dieu, que ça sent mauvais. Il faut dire aussi qu'il fait un froid de canard. Nous sommes dans le petit âge glaciaire. La mer de glace barre la vallée de Chamonix. En 1709, le vin gèlera dans les carates du château de Versailles. Mais tous les casernements sont faits pour être aérés. Il y a un poêle, cheminée, une table, 2 bancs, un râtelier d'armes et un lit pour 12 hommes. Bon, n'épilagons pas, on se tient chaud aussi, je passe sur des commentaires oiseux. Vous remarquerez aussi sur ce schéma qu'il y a des pierres qui ont une espèce de petit pignon. Eh bien, c'est le tailleur de pierre qui attend qu'on le paye. Quand il est payé, petit coup de marteau de burin. Là, il y a quelques dettes. Vous allez comprendre pour quelles raisons. La poudrière aussi, on doit y veiller avec le plus grand soin. Je pense à sa étude des grandeurs militaires de Vigny, qui raconte en 1819, un brave adjudant de la Grande Armée, un jour a oublié qu'il ne fallait pas rentrer dans la poudrière de Vincennes avec des chaussures ferrées, et ça suffit pour faire boum. La très grande difficulté d'une poudrière, et vous avez là la poudrière du Randouillet, qui permet d'alimenter des canons qui ont une portée environ de 1200 mètres, plus pour la montagne, puisque l'air offre une moindre résistance. L'objectif d'une poudrière, c'est d'être constamment aéré. Il ne faut pas qu'il y ait de condensation, il ne faut pas que la moindre chaleur puisse altérer la qualité des poudres. Vous remarquerez qu'il y a un système de sas et de ventilation permanent. Alors, de quelques curiosités de l'art de la fortification, là, ça serait infini. De la forteresse de Sisteron, Vauban va juste apporter quelques améliorations. Dans des endroits où l'ennemi est tellement à pic, n'a aucune chance de mener l'assaut, on va quand même créer ce qu'on appelle une demoiselle. Évidemment, ce sont des militaires et toujours des connotations un peu oiseuses. Regardez bien, vous pouvez lancer peut-être vous accrocher, mais comment? Le grappin ne tiendra pas. Et si par hasard vous arrivez à vous établir sur cette équerre, ben, vous allez vous retrouver devant ce fût et vous ne pouvez pas la prendre. Elle est inviolable. C'est une demoiselle. Qu'est-ce qui distingue les forteresses de Vauban? On va le retrouver jusqu'à Louis XVI. À l'intérieur, il y a une chapelle ou une église. Elle est toujours orientée, y compris l'église de Briançon, le chevet vers l'ouest. Hein? Quoi? C'est plus orienté vers Jérusalem? Non. Pourquoi? Parce que le roi Soleil, il est lieutenant de Dieu sur terre, à Versailles. Il est à l'autel et c'est lui qui regarde le public. Mais la chapelle de Versailles est orientée à l'ouest. Vous voyez, le symbole est extrêmement fort. Lorsqu'il y a la messe,
Le personnage principal, ce n'est pas le curé, c'est le gouverneur de la place qui représente le roi Soleil. Alors, mon dauphin, c'est le colosse inachevé de Vauban. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude, à la confluence de l'impétueux Guil avec la forteresse de Fort-Queyras, qui est en amont. Il s'agit de verrouiller la route entre Gap et Briançon. Vauban viendra 2 fois pour dresser les plans de la forteresse. Il faudra attendre 1785 pour l'avoir enfin achevé. Mais voilà ici le plan et relief de 1796 avec l'église qui n'a pas été achevée. Regardez bien ces terrains vides. C'est un projet de Vauban. Il imagine une ville-citadelle de 3000 âmes, un mélange de civils. On les exempte d'impôts, ils sont propriétaires de leur maison, et les militaires sont là aussi pour créer une sorte de symbiose, éviter les désertions, parce que vivre à Mont-Dauphin, la ville ne sera qu'à moitié construite. Je tiens de Nicolas Fauchère ses précisions. Il y a 8 mois d'hiver, 2 mois d'été torride et des vents thermiques violents qui remontent les 2 vallées, ce qui explique que les maisons non construites, vous pouvez y aller maintenant en 2021, c'est toujours le même paysage pour l'intérieur de la forteresse avec des grands arbres à présent. En revanche, parmi les villes que Vauban a construites, rappelez l'essai de Mont-Dauphin, c'est son chef-d'œuvre, Neuf-Brisach, en Alsace, à 2,5 km du Rhin, la ville parfaite en 1697 qui va mettre l'Alsace définitivement hors invasion avant la Révolution française. Voilà, je voudrais terminer les fortifications par quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant, qui est la défense du littoral. Là, la plage concave de l'île de Watt, en Bretagne, le défi est énorme. Il faut défendre 3000 km de côte sur 5 façades maritimes. Alors, on va essayer de typer. Premier cas de figure, la défense des îles. L'exemple du Fort Royal, Sainte-Marguerite, voilà un petit plan et relief qui est contemporain, joli petit fort avec une demi-lune complètement détachée, des bastions, des échauguettes pour voir arriver l'ennemi, en même temps faire pipi tranquille à l'abri du Mistral. Donc, bâtiment qui remonte à Louis XII, Vauban lance des travaux de renforcement qui vont durer jusqu'en 1750. Alors, à quoi ça sert? On se souvient d'abord qu'il faut éviter qu'un ennemi s'installe dans l'île. Le cas d'un camp retranché espagnol pendant la guerre de 30 ans, il a fallu que Richelieu mobilise une flotte entière pour chasser les Espagnols de l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes dans les îles de l'Airain. Eh bien, une forteresse comme celle de l'île Sainte-Marguerite obéit à 3 impératifs. Le premier est d'ordre tactique. Il s'agit d'interdire un chenal à une flotte qui voudrait raser la côte pour y débarquer des troupes. Deuxième élément, et vous ne comprendrez pas les forteresses placées dans des îles, y compris à Porquerolles par exemple, ou à Port-Cros, ou à l'île du Levant, interdire les gouades. Jusqu'à l'invention de la caisse en zinc en 1820, je dis toujours à mes étudiants, pour comprendre y compris les révoltés du Bounty, un navire à voile, ça marche à l'eau. 3 semaines pour avoir de l'eau correcte dans les tonneaux. Et à partir de là, elle commence à sentir. Alors on a toutes sortes de moyens, je pense au bailli Suffren, il faut dire Suffren, pour sa très longue campagne des Indes en 1781-1783, balancer dans les tonneaux des boulets rouges. Et là, ça éliminait tout, seulement ça devait avoir un drôle de goût. Hein. Autre, hélas, impératif, c'est une prison d'État. Dans une île, on s'évade moins. Le célèbre masque de fer et aussi 6 pasteurs protestants. Je vous ai dit, Vauban, l'anti-courtisan, il estime, à juste titre, que la révocation de l'édit de Nantes, parce qu'il est conseillé par ce pisse-vinaigre qui est Madame de Maintenon, en 1685, est la plus grosse faute du régime. Et il a raison. On gaspille notamment l'argent public pour surveiller les Huguenots, que ce soit le renforcement de la citadelle de Montpellier contre les Camisards, ou bien la forteresse intérieure de Pont-Saint-Esprit, au lieu de renforcer les frontières. Et il osera même publier, je dis bien publier, un mémoire pour le rappel des Huguenots en 1689. Deuxième impératif, en termes de l'époque,
mettre un port à l'abri des injures de l'ennemi. Vous avez reconnu ici, regardez bien sur la gauche, un bâtiment qui est remarquable, un pointu, équipé avec une voile latine en tartane. En fait, le plus important, c'est ce qu'il y a au fond, hein, c'est le gare là-bas. Marseille. Alors oui, feu croisé, des forts Saint-Nicolas, d'Entrecasteaux. L'autre côté de la rade, évidemment, du Lacidon, le fort Saint-Jean. Vous voyez sur mon schéma qu'il y a des chaînes avec des piles en maçonnerie. On ouvre ou on ferme le vieux port quand on veut avec une artillerie. Seulement, le problème, c'est que Vauban se montrera très critique. Louis XIV donne l'ordre aux chevaliers de Clerville d'empêcher que les Marseillais jouent les fortes têtes. Parce qu'en 1657-1658, il a dû partir de la ville de Marseille, il en a été humilié. Donc le fort Saint-Nicolas, mais il ne sert à rien qu'à surveiller la ville. Du côté de la défense de la mer, sauf la batterie basse, c'est pas bon. D'où la critique de Vauban. J'ai visité la citadelle de Marseille, qui est un assemblage fort magnifique de tout ce qui a jamais passé d'extravagant et de ridicule par la tête des plus méchants ingénieurs du monde. Ah oui, il a été restauré récemment, je l'ai vu avec un de mes élèves spécialistes officiers du génie de la fortification. Bravo pour la restauration, mais ce fort ne sert à rien, sauf la batterie basse. Les canons les plus lourds, vous remarquerez du côté droit, sous casemate, sont tournés vers la ville de Marseille. Mais également, ils défendent la passe, très facile à défendre, avec l'équivalent en face du fort Saint-Jean. La fameuse tour du roi René a été la première défense entre 1747 et 1752. Vauban intervient vraiment seulement pour le fort Saint-Jean, à gauche au Mucem, je ne sais plus quand j'ai fait cette photo. Il isole totalement le fort Saint-Jean de la colline de Marseille qui borde le Lacidon, en créant un énorme fossé qui est de l'autre côté. En même temps, il crée au pied de la tour phare, qui date de 1664, regardez bien les alvéoles, une batterie basse de canons de 36 livres. N'importe quel bâtiment qui s'approche, c'est un véritable suicide s'il veut affronter la puissance d'une batterie fixe qui, lui, peut vraiment cibler pour le coup au but. Autre petit détail, sur le haut de l'épaisse muraille, vous voyez que dépassent des plants. Il y a maintenant des chênes verts, des oliviers qui ont été plantés. Alors, il y a des plantes médicinales, des plantes aromatiques pour la cuisine, mais en même temps, les arbres ont pour vertu de camoufler les canons et de disperser la fumée. C'est pour vous réveiller un peu, parce que je vois quelques-uns qui commencent un peu à somnoler avant d'aller prendre le café dans 20 minutes. Autre exemple de défense côtière, Fort Vauban à Port-de-Bouc. On va souvent chercher très loin ce qu'on a apporté. C'est un fort entièrement conçu par Vauban, sauf le donjon. Il s'agit de garantir ici la sécurité d'un canal, exemple le canal de Caron, qui relie la Grande Bleue, la Méditerranée, à l'étang de Berre. Pièce de 36 livres, particulièrement dissuasive, c'est les canons les plus lourds de l'époque. On va le visiter en musique.
j'ai mis un S, quelle horreur. Voilà, pour le fort debout avec ce malheureux président du Parlement de Provence, on ne plaisantait pas avec Richelieu. Autre élément de la défense du littoral, une œuvre extraordinaire qui est l'étoile de Saint-Martin-de-Ré. Il s'agit de protéger le nouvel arsenal de Rochefort, il y aura aussi l'île d'Aix, surveiller la majorité protestante de l'île, ce qui explique qu'en faisant appel à des maçons du Limousin, Vauban construit d'abord cette citadelle. Remarquez bien, c'est une nouveauté, on aura le cas de Dunkerque également, Saint-Malo, il s'agit d'une place forte ouverte pour accueillir une flotte ou bien passer à l'offensive. Plus tard, eh bien, on aura une ville de 14 km de remparts, des remparts qui font 6 mètres d'épaisseur, avec une ville ayant un diamètre de 3 km. Elle est toujours occupée à l'heure où je vous parle. Photo évidemment qui n'est pas de votre serviteur. Je vous disais que pour le fort du Randouillet, il y a des pierres qui n'ont pas été payées. Eh bien, Louis XIV va changer de stratégie. Vous avez ici ce que Vauban accomplit comme voyage pour être partout à la fois, notamment entre 1669 et le début de la guerre de succession d'Espagne, dernier voyage en 1705. Regardez ici toutes les provinces qu'il a pu visiter, le nombre de mois qu'il a passé, y compris en Provence 12, le pompon évidemment ce sont les Flandres. Alors, le tournant c'est 1692. Nous avons toute l'Europe contre nous, dont les deux flottes. La flotte française est encore la première, mais la bataille de la Hague, en 1692, nous perdons le célèbre trois ponts géants, le Soleil Royal. Et Louis XIV ne va pas l'encaisser. Tourville lui dira, mais la flotte est intacte. Il prendra sa revanche en 1693 à Lagos. Les Anglais vont se prendre une dérouillée monstre. Seulement le roi Soleil ne suit plus. On va laisser tomber la flotte. Avec de magnifiques corsaires comme du Guettoin, Jean Bart, oui, ce sera le style indirect. Il faut se concentrer maintenant sur la défense des frontières et porter la guerre hors du territoire français. C'est bien dommage. Alors Vauban imagine des tours bastionnées à la génoise. Mais pourquoi se contenter de tours bastonnés? Parce qu'un véritable désastre frappe la France sur fond de révolte paysanne, de famine, de 1692 à 1693, pour une population de 20 millions d'habitants. Pierre Roubert, Louis XIV, 20 millions de Français, 2 800 000 morts. C'est plus que la Première Guerre mondiale. J'oublie la grippe espagnole. Hein. C'est énorme. À une époque où on a une armée colossale de 350 000 hommes, une flotte de 60 vaisseaux. Le budget de la guerre, c'est 38% des dépenses de l'État. Alors, face à l'ensemble de l'Europe, on ne peut plus. Oui, on continue de fortifier. Voilà, les forts détachés de la rade de Brest, mais le principal, c'est dans le Goulet, deux grosses batteries dont les tirs se croisent. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'argent. Et il faut faire face à tout. En novembre 1793, les Anglais essayent de pulvériser Saint-Malo. Ils vont s'avancer le plus près possible. Une nuit, la nuit du 27 au 28 novembre, ils envoient une machine infernale, c'est-à-dire un brûlot, un énorme bâtiment bourré de centaines de tonnes de poudre. Seulement le vent fait échouer le bâtiment à 50 mètres de la muraille. Il explose. Pour la petite histoire, il n'y aura qu'un chien et un chat qui vont mourir et toutes les vitres de la ville vont éclater. Mais quand même, la leçon est là. Les Anglais ont pu s'approcher le plus près possible de la muraille de Saint-Malo, repère de corsaires indispensable au roi. Alors Vauban décide de construire deux énormes forts chargés d'artillerie, le fort de la Conchée et le fort du Petit B, photo internet, voilà le fort du Petit B, qui est intéressant pour sa colossale artillerie, c'est un rocher-batterie. Alors en surface, il y a donc une courtine avec des pièces lourdes. Ce type de pièce sert à casser les voiles et les cordages des navires qui veulent attaquer. Mais quand on regarde la casemate, toutes ces alvéoles ont aussi des canons lourds, séparés les uns les autres en cas d'éclatement d'une pièce. Mais regardez bien, comme l'ensemble des casemates en fortification, depuis que les Génois ont trouvé cette solution à Bonifacio, il y a un système d'aération pour éviter l'accumulation de fumée et des gaz nocifs. Vauban, donc,
érige ce type de tours d'artillerie, de tours crénelés avec de la mousqueterie. Et un de mes élèves, le docteur Vincent Laforge, m'a envoyé cette magnifique photo à Camaret. Vauban est un tacticien, il est en Bretagne, il apprend que 12 000 Anglais et 7 000 Huguenots ont débarqué de 8 vaisseaux pour à peu près l'offensive pour essayer de prendre à revers Brest. Eh bien, il attaque, il fait 1200 prisonniers, il fera aussi la prise de 2 bâtiments anglais, et ensuite il érige cette tour à canon, haute pour voir venir l'ennemi, mais la base, ce sont d'énormes canons dont vous voyez les embrasures en demi-cercle. Entre parenthèses, c'est Vauban qui a inventé la baïonnette à douille, dont il s'est servi pour l'attaque de la bataille de Camaret. L'œuvre inachevée de Belle-Île-en-Mer, qui aurait dû être une ville forte comme l'était Saint-Martin-de-Ré, il devait la flanquer de 6 bastions, mais l'argent manquait. Après un siège très long, 1761, faute de bastions la protégeant sur les hauts, la citadelle a dû capituler. Donc il est bien question d'un assèchement des finances. Vous avez ici le budget des fortifications qui sont récents à compter de ces années terribles dont je viens de parler. Belle-Île, l'entrée, la fontaine, les Gouates, à proximité. Je vais terminer par quelque chose de tout à fait inattendu, sont les phares. À Ouessant, le phare du Stif, toujours en activité. Il s'agit de déjouer les naufrageurs et indiquer le lointain chenal de Brest via la mer d'Iroise. J'ai eu la chance d'y aller avec des amis en septembre 2016. Voilà le phare du Stif avec une amie qui vous donne ici la proportion. Il est toujours en activité. La stéréotomie, c'est-à-dire la façon dont on agence les pierres pour qu'il y ait une moindre poussière possible dans la tenue du phare. Ces phares surveillent évidemment les côtes françaises, la pointe Saint-Mathieu du côté breton. Voilà à quoi sert un phare. Et ici, la pointe Saint-Mathieu avec le vieux phare de l'époque de Vauban et qui a été ensuite modernisé. On l'a transformé d'ailleurs en sémaphore qui ouvre le goulet de Brest. Donc, le phare du Stif et le phare de la pointe Saint-Mathieu, un vaisseau français aligne les 2 phares et entre dans Brest. On peut dire mission accomplie. La guerre est porteur de nos frontières. Elles sont verrouillées jusqu'en 1792. À 70 ans, en 1703, au début de la guerre de succession d'Espagne, le vieux serviteur reprend du service et il prend Kehl en face de Strasbourg, fidèle à sa formule « je me dois au roi et à l'État ». Je me servais de cette phrase quand j'étais en cours magistral, plus tard professeur invité des universités à Saint-Cyr. Je prenais mon amphi à l'amphi Foch. Je crois que c'était une des premières formules que je disais. Vous n'êtes pas ici pour vous servir, vous êtes ici pour servir. Et je citais Vauban. Même cette langue de vipère du duc de Saint-Simon reconnaît que Vauban est le plus savant dans l'art des sièges, de la fortification, et le plus habile à ménager la vie de ses hommes. Je vous ai dit en introduction qu'il était aussi un essayiste. Faisons un peu d'Uchronie. Vous savez, l'Uchronie, c'est comme les enfants quand ils disent « et comme si ça serait », par exemple, Victoire à Waterloo. Si Vauban avait été écouté, la France aurait peut-être fait une économie, celle d'une révolution et de la terreur. Dans une lettre à Louvrant, en 1791, il s'inquiète de l'injustice devant l'impôt. Il est ensuite profondément marqué par les 3 années de misère épouvantables, 1692, 1691, 1694. Vous l'avez dans les caractères de la Bruyère, de ces gens, ces paysans que décrit la Bruyère, mais c'est pas possible, ils sont quasiment au niveau du cannibalisme. C'est l'époque où Charles Perrault écrit Les Petits Poucets. On va perdre les enfants dans la forêt parce qu'on ne peut plus les nourrir. Alors il va mettre 8 ans
avant d'écrire. Il donnera même une lecture particulière en 1700 au roi. Le roi était sur le point de démarrer une expérience en Normandie, mais il se heurte à un fléau, les fermiers généraux. Les fermiers généraux, ce sont des gens très riches, des amateurs, des banquiers, qui avancent l'argent des impôts au roi, moyennant des intérêts conséquents. Alors, n'y tenant plus, alors que la France est engagée dans une guerre très coûteuse, la guerre de succession d'Espagne, en 1706, 246 exemplaires édités en Hollande, clandestinement en France. Dès qu'il apprend au début de l'année 1707, le roi fait interdire la dîme royale. Pourtant, c'est un projet révolutionnaire. Suppression du fléau des fermiers généraux. Regardez là, 50% des sommes perçues passent dans les caisses de l'État seulement. Vauban propose la fin des privilèges pour la noblesse, le clergé, l'égalité devant l'impôt. Il ne garde que la gabelle, quelques impôts indirects, qu'il veut réformer d'ailleurs, tout ce qui concerne les amendes, le papier timbré, et il impose l'idée d'un impôt direct uni pour tous, proportionnel à la fortune. Il faudra attendre 1914 pour le voir appliqué. En même temps qu'il a des considérations pour le monde rural qui peut payer en nature. Tant que la levée des revenus de l'État s'exigera par des voies arbitraires, dit-il, il est impossible que les peuples soient exposés à un pillage universel répandu dans le royaume. Il ne faut plus que ce soit la partie la plus ruinée, il manque un E, et la plus misérable du royaume qui supporte toutes les charges. Un mot pour finir sur son chez-moi, Bazoches, avec le pédibule où il faisait refroidir les pieds de ses chevaux. Il s'est offert ce château avec tout ce qu'il a pu gagner et regardez ce qu'il appelle ses oisivetés. Le projet de 20e ou la dîme royale, 1707, il y a tellement de choses, le canal du Languedoc qu'il faut améliorer. Également, un traité qu'on appelle la cochonnerie, qu'il écrit en 1701. Il dit qu'il faut donner une truie et 2 petites truies à chaque famille de paysans pour obtenir au bout de 10 ans 4 millions de truies, sachant que le cochon se reproduit rapidement et comme on a des forêts inexploitées, les amener à ce qu'on appelle à la glandée, ce qui permettrait de supprimer les familles. Bazoches, photo que j'ai faite avec ma compagne le 15 octobre dernier, juste avant le second confinement. Mon chez-moi, dit-il, en 45 ans de vie, il a été théoriquement marié, mais il a vu assez peu son épouse. Il n'a séjourné à Bazoches que 32 mois, malgré 1600 hectares de bois et le fameux pédiluve du château, qui est une marque de réussite sociale. C'est le 30 mars 1707 que Vauban meurt à Paris d'une congestion pulmonaire, mais qui a été surtout enclenchée par un profond chagrin de n'être plus reçu à la cour du roi, de ne pas avoir été écouté. Saint-Simon écrit, lorsqu'il y a une messe en mémoire de Vauban dans la chapelle Saint-Louis à Versailles, le roi parla du maréchal avec beaucoup d'estime et d'amitié. Ici repose le maréchal de Vauban, c'est ce qu'on peut lire dans la petite église de Bazoches, qui est à côté de Vézelay, un monument commémoratif qui porte en même temps tous les titres et biens acquis par Vauban tout au long de sa carrière. Voilà, il me reste à remercier tous ceux et celles, surtout celles parce que ce n'est pas évident de suivre un amateur de fortification avec un matériel photo particulièrement lourd. Il me vient à l'esprit cette magnifique phrase qui s'applique à Vauban, tirée de mon livre de chevet, Servitude et grandeur militaire d'Alfred de Vigny. Quelque chose d'aussi bien qu'un grand homme, c'est un homme d'honneur. Comme dirait Tex Avery, that's all folk. À bientôt, peut-être le 12 mars pour Bonaparte et l'Égypte. Je rends l'antenne à vous, Cognac G. Merci, Monsieur Geoffrey. Un grand merci pour cette superbe conférence. Merci à tous.